Son meilleur ami a répandu des mensonges vicieux, disant que je le trompais quelques minutes avant nos vœux. Il a ri en disant: «Elle rigole!» Alors je lui ai fait regarder comment je détruis notre mariage et son monde. Le jour de mon mariage est devenu un cauchemar à seulement 1 heure de l'heure, où je devais marcher vers l'hôtel. Ce n'était pas la météo, ni la robe, ni quoi que ce soit de prévisible. C'était une trahison brutale, pas seulement par un invité, mais par l'homme que j'allais épouser. Jacob et moi étions ensemble depuis 7 ans. Je lui faisais confiance. Je l'aimais. Mais en un instant, il m'a prouvé que j'étais aveugle. Tout a commencé quand j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Juste quelques mots, froids et arrogants. Tu devrais voir ce qu'elle est vraiment. En pièce jointe, une capture d'écran de message privé faux, soi-disant envoyé par moi, disant que je n'aimais pas Jacob et que je le trompais. Mon cœur s'est arrêté. Quelques minutes plus tard, ma demoiselle d'honneur, Anne, est entrée en courant, le visage pâle. Ça circule partout, a-t-elle chuchoté. Une autre demoiselle d'honneur m'a montré son téléphone. Le même message. Chloé, la meilleure amie d'enfance de Jacob, avait créé un énorme groupe de discussion avec des invités des deux familles et avait largué ces faux messages comme une bombe. Amis, famille, collègues, tout le monde l'a vu. Des mensonges, du poison, envoyés le matin même de mon mariage. Et la réaction de Jacob. Il a ri. Quand je l'ai confrontée, tremblante de colère, en lui montrant les messages, je m'attendais à du choc, de la colère, du soutien. Mais à la place, il a haussé les épaules. Il s'est passé la main dans ses cheveux parfaits de mariage et a dit: «Allez, Nancy, tu connais Chloé. C'est sûrement une de ces blagues stupides. Ne fais pas de scandale.» Un scandale? Mon nom était traîné dans la boue devant tous ceux que nous connaissions. Et lui voulait que je sourie? Chloé avait toujours été un problème. Toujours trop proche. Toujours sarcastique et territoriale. Elle me traitait comme une intruse dès le premier jour, roulant des yeux quand je parlais, faisant des blagues qui faisaient mal, interrompant Jacob chaque fois que nous étions seuls. Mais lui passait toujours ça sous silence. C'est juste Chloé. Et je l'ai cru, pendant 7 ans. Chaque fois que je soulevais une inquiétude, il la minimisait. Chaque fois qu'elle dépassait les bornes, il trouvait des excuses. Je me disais que j'étais trop dramatique, que si je montrais que j'étais sûr de moi, gentille, compréhensive, elle reculerait. Mais ça, ce n'était pas une blague. C'était la guerre. Chloé ne voulait pas seulement gâcher mon jour. Elle voulait me détruire. Et Jacob, il la défendait. Pas moi, pas nous. Elle, debout dans cette petite pièce, ma robe de mariée à moitié fermée, le cœur en miettes, j'ai regardé l'homme que j'allais épouser. Et j'ai vu un étranger. Pas à cause de ce que Chloé avait fait, mais à cause de sa réaction. Calme, méprisante, refusant de me défendre dans le pire moment de ma vie. Il m'a supplié de me concentrer sur la cérémonie, de régler ça plus tard. Mais comment épouser quelqu'un qui refuse même de reconnaître ta douleur? Ce moment a brisé quelque chose en moi. J'ai compris que ce n'était pas nouveau. C'était juste le dernier chapitre d'une histoire que j'avais trop peur de finir. Une histoire où j'étais toujours celle qui faisait des compromis, toujours celle qui pardonnait. Et Jacob, il choisissait toujours Chloé. Alors j'ai pris ma décision. Je ne marcherai pas vers l'autel. Pas pour lui. Pas pour quelqu'un qui laissait sa meilleure amie m'humilier devant tout notre monde et me disait de ne pas faire de scandale. Ce n'était pas une blague. C'était une trahison. Et enfin, je l'ai vu pour ce que c'était. Tu vois, l'ombre de Chloé n'était pas juste un nuage récent. Elle planait sur notre relation de 7 ans. Une présence constante et inquiétante que Jacob ne pouvait, ou pire, ne voulait pas, reconnaître pour ce poison insidieux qu'elle était. Il balayait toujours mes inquiétudes légitimes d'un mantra agaçant. Oh, c'est juste Chloé qui est Chloé. Il le disait avec un petit rire, comme si son comportement ouvertement irrespectueux était un petit défaut mignon, comme un chiot qui mord les chaussures, au lieu d'une campagne délibérée et calculée pour garder ses griffes fermement ancrées dans sa vie et par extension dans la nôtre. Je me souviens parfaitement d'un incident, environ 2 ans après ce que je croyais alors être notre parcours heureux. Ça aurait dû être plus qu'un signal d'alarme. C'était une sirène hurlante. J'étais sur le point d'un grand pas professionnel, préparant une présentation qui tenait toute ma carrière en équilibre. Jacob, mon petit ami dévoué, m'avait promis, juré sur son petit doigt, d'être mon soutien ce soir-là, de m'aider à réviser mes diapositives, d'être mon confident, mon coach.
La veille du jour J, alors que je noyais dans une mer d'anxiété, de fiches et de café tiède, Chloé a lancé son SOS. Un appel hystérique et paniqué à Jacob. Apparemment, un simple robinet qui goûtait dans son appartement, quelque chose qu'un enfant aurait ignoré, s'était transformé en crise titanesque qui demandait son intervention immédiate et héroïque. Sans réfléchir à mon moment crucial, il a tout laissé tomber. Mes notes, mes supplications, ma raison. Et a filé à ses côtés, le chevalier sauvant sa demoiselle en détresse de plomberie. Il est parti pendant ce qui m'a paru une éternité, des heures. Et la catastrophe qu'il avait arrachée à moi, un robinet qui goûtait lentement, quelque chose que le gardien, qu'elle n'avait même pas appelé, aurait réglé en 10 minutes avec une simple clé à molette. J'ai fini par gérer seul cette préparation cruciale, alimentée par le ressentiment et les boissons énergétiques bon marché, me sentant non seulement secondaire, mais presque invisible. Quand j'ai finalement essayé, avec prudence, d'expliquer combien ça m'avait blessé, combien je m'étais senti insignifiante et abandonnée, il a simplement cligné des yeux avec cette incompréhension vide, maintenant familière, et m'a dit, surpris par mon audace. Mais Nancy, c'était une vraie urgence pour elle. Elle paniquait. Puis, il y a eu le désastre de notre 5e anniversaire. Ce n'était pas un dîner ordinaire, c'était le dîner. Nous étions dans un restaurant intime et magnifique, que j'avais découvert et réservé des mois à l'avance. Un trésor caché dont nous avions longtemps parlé. C'était censé être notre espace sacré, notre soirée pour célébrer 5 ans d'amour. Et qui priait entre à l'improviste, avec la confiance d'une reine entrant dans sa cour, juste au moment où nos entrées magnifiquement dressées arrivent. Chloé, naturellement. Son excuse, elle a dit que Jacob avait mentionné où nous allions dîner, et elle se trouvait justement dans ce quartier chic et isolé, un quartier qui, soit dit en passant, se trouve à 45 minutes en voiture de son appartement. L'ambiance romantique, soigneusement préparée, a volé en éclats. Le reste de la soirée est devenu le spectacle Jacob et Chloé. Un flou de souvenirs d'enfance racontés à voix haute, de blagues obscures échangées au-dessus de ma tête, comme des avions ennemis, tandis que je restais là, la troisième roue, silencieuse, de plus en plus mal à l'aise et pleine de rancune, une étrangère à mon propre dîner d'anniversaire. Jacob rayonnait, pensant que c'était la surprise la plus merveilleuse et spontanée, complètement inconscient de ma colère bouillonnante. C'est comme de la famille, Nancy, a-t-il déclaré plus tard, presque avec condescendance, quand j'ai enfin, en larmes, exprimé ma frustration profonde. Famille. Ce mot magique devenait son excuse pour chaque limite que Chloé piétinait joyeusement. Et les commentaires. Oh là là, ces petites piques subtiles et empoisonnées qu'elle glissait dans les conversations, toutes minutieusement conçues pour me miner, pour me rappeler, à chaque instant, que j'étais l'intruse, la perturbatrice, dans leur duo sacré et de toujours. Elle n'hésitait pas à faire l'éloge bruyant, presque théâtral, des ex-petites amies de Jacob en ma présence, s'extasiant sur combien l'une était incroyablement passionnée, ou combien une autre avait été brillamment intellectuelle, toujours ponctuée d'un regard lent, calculateur jeté vers moi. Ou bien elle éclatait de rire hilarant au sujet des prétendus jours sauvages et imprudents de Jacob avant moi, souvent en lui faisant un clin d'œil complice, comme s'il partageait des secrets scandaleux auxquels je ne serais jamais assez cool, ni digne de confiance pour avoir accès. Chaque fois que j'essayais d'expliquer à Jacob combien ses paroles me mettaient mal à l'aise, combien j'avais l'impression qu'elle cherchait délibérément à saper ma confiance et notre couple, il soupirait longuement, se passait la main dans les cheveux, ce même geste exaspérant qu'il fera le jour de notre mariage, et me disait que j'étais beaucoup trop sensible, que je lisais trop entre les lignes, ou mon préféré, que je ne comprenais tout simplement pas l'humour unique de Chloé. Jamais, pas une seule fois, en 7 longues années, il n'a dit à Chloé que son comportement était inapproprié ou déplacé. Jamais il ne m'a défendu. C'était toujours moi qui devais m'adapter, comprendre, excuser, tolérer. Et comme la plus grande idiote de l'univers, je l'ai fait. Parce que je l'aimais. Et je m'accrochais à l'espoir naïf et désespéré qu'un jour, il ouvrirait enfin les yeux et verrait vraiment. Au fil des mois qui se sont confondus en années, cette dynamique toxique, la loyauté indéfectible de Jacob envers Chloé et son mépris désinvolte pour mes sentiments, n'a pas seulement perduré, elle s'est solidifiée, devenant la base fissurée et fragile de notre relation. Je marchais sans cesse sur des œufs, essayant de devancer les prochaines manœuvres de Chloé, de protéger nos rares moments de paix de ces intrusions inévitables.
L'organisation du mariage, que j'avais naïvement imaginé comme un parcours joyeux et collaboratif entre Jacob et moi, s'est vite transformée en un autre champ de bataille où les désirs de Chloé prenaient inexplicablement le dessus. C'était comme si elle ne considérait pas le mariage comme une célébration de notre amour, mais comme sa scène ultime pour affirmer sa domination, son rôle irremplaçable dans la vie de Jacob. Elle avait des opinions très fortes, souvent non sollicitées, surtout. Le lieu, celui dont je m'étais éprise, un charmant petit vignoble, était apparemment trop rustique et pas vraiment le style de Jacob, selon Chloé, qui a alors imposé une salle de bal d'hôtel beaucoup plus grande, plus clinquante et nettement plus coûteuse qu'elle a adorée. Et Jacob, mon futur mari, il a essayé de me convaincre que c'était un choix plus raisonnable, ignorant complètement que mon cœur était attaché au vignoble. Il utilisait ce ton apaisant. Réfléchissons-y, Nance, juste pour faire plaisir à Chloé. Tu sais comment elle est. Faire plaisir à Chloé semblait être sa priorité absolue, bien plus important que de rendre heureuse sa future épouse. La liste des invités est devenue un autre terrain miné. Chloé imposait ses propres amis, des gens que je connaissais à peine, voire que je n'aimais pas du tout à cause de leur lien avec elle. Quand j'essayais de résister doucement en suggérant de limiter le nombre, Jacob soupirait dramatiquement et disait des choses comme mais ils sont importants pour Chloé, et elle est tellement investie, ce serait impoli de ne pas les inviter. J'avais l'impression de planifier le mariage de rêve de Chloé, avec Jacob en assistant docile. Et moi, la mariée, une gêne nécessaire. Elle a même voulu dicter le menu du traiteur, s'énervant passionnément sur le choix des canapés, comme s'il s'agissait d'une affaire d'État. Passant outre mes préférences, avec l'approbation timide de Jacob, parce que Chloé a vraiment le don pour ce genre de choses. L'audace de tout ça était stupéfiante. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était l'échec constant de Jacob à poser ses limites, à tracer une frontière entre sa meilleure amie et sa fiancée. Puis, il y avait les tâches traditionnellement et intimement, confiées au cortège ou au couple lui-même. Chloé, elle, s'est frayé un chemin là-dedans aussi. L'exemple le plus flagrant fut l'essayage du costume de Jacob. Mon frère, qui était son témoin, devait l'accompagner. Mais Chloé a fini par se joindre à eux, et selon mon frère déconcerté, elle a pris complètement le contrôle du rendez-vous. Elle aurait même rejeté le premier choix de Jacob, un smoking classique et élégant qu'il aimait, le jugeant pas assez audacieux pour lui. Elle l'a alors orienté vers quelque chose de beaucoup plus tendance, qui semblait davantage correspondre à ses goûts qu'aux siens. Quand Jacob m'a raconté ça timidement plus tard, presque comme une blague, j'ai senti un froid glacial nouer mon estomac. Pour lui, ce n'était pas un empiètement, c'était simplement que Chloé voulait juste qu'il soit au mieux de sa forme. Il semblait totalement incapable de voir ce comportement comme du contrôle excessif ou inapproprié. Ma voix, mes opinions, mes désirs étaient systématiquement étouffés par les exigences bruyantes de Chloé, et Jacob, mon supposé partenaire, lui tendait le mégaphone encore et encore. Plus on approchait du jour J, plus j'avais l'impression d'être dans un train fou fonçant vers une catastrophe que je ne pouvais empêcher, parce que l'homme que j'aimais était trop aveugle ou trop faible pour l'arrêter. Les dernières semaines avant ce qui aurait dû être notre jour de mariage ne ressemblaient plus à un compte à rebours joyeux, mais plutôt à une lente et inexorable dérive vers le bord d'une falaise emportée par un courant invisible. Le malaise qui était un murmure sourd depuis des années était devenu une sirène intérieure assourdissante, un bourdonnement constant d'angoisse que je tentais désespérément, presque frénétiquement, d'étouffer avec une avalanche interminable de plans, de tables de dernière minute, de compositions florales et de sourires forcés douloureux. Je restais éveillé la nuit, fixant le plafond, repassant en boucle chaque trahison désinvolte de Jacob, chaque fois où il avait inconsciemment ou peut-être délibérément choisi l'ego de Chloé, ses caprices, ses drames fabriqués, plutôt que mes besoins clairement exprimés et mon cœur de plus en plus fragile. C'était comme regarder un film d'horreur où j'étais l'héroïne, hurlant à l'écran. N'y va pas! Mais incapable de changer le scénario. Prenons par exemple la découverte dévastatrice, qu'il partageait avec elle les détails les plus sacrés et intimes de notre vie. Pas seulement des anecdotes superficielles, mais le cœur brut et vulnérable de notre relation. Les disputes ridicules sur qui avait laissé le bouchon du dentifrice ouvert, les insécurités profondes que je ne lui avais murmurées que dans l'obscurité, même nos discussions privées et timides sur les prénoms de futurs enfants ou le genre de vieux couple que nous espérions devenir. Je l'ai appris par un cruel hasard. Nous étions à un dîner de groupe affreux, organisé par Chloé,
et elle a fait ce commentaire sarcastique et désinvolte, faisant référence à une peur très spécifique et personnelle que je lui avais confiée lors d'un moment de grande vulnérabilité seulement quelques semaines plus tôt. La façon dont elle l'a dit, avec un petit sourire en coin et un regard complice vers Jacob, m'a tout dit. Mon sang s'est glacé. Plus tard, quand je l'ai confronté, la voix tremblante d'une colère mêlée d'humiliation, son visage était une étude d'innocence blessée. C'est ma meilleure amie, Nance, s'est-il exclamé, comme si cela justifiait tout. Je lui raconte tout. Ce n'est pas grave, tu exagères. Exagérer? Ma confiance, mon moi le plus intime, avait été exposé, servi comme un potin pour que Chloé les dissèque, les analyse et les tourne en dérision avec lui plus tard. C'était une violation profonde, presque physique. Pourtant, il ne pouvait ou ne voulait pas saisir l'ampleur de sa trahison. Il croyait sincèrement que son lien avec Chloé lui donnait un accès illimité à mon âme, avec elle comme copropriétaire. Et puis, il y avait nos soi-disant escapades romantiques, que Chloé avait un don étrange pour transformer en vacances de groupe maladroites et non désirées. J'avais méticuleusement organisé notre voyage pour nos 4 ans, dans une cabane isolée en bord de mer, rêvant de couchers de soleil paisibles et de conversations sans interruption. 2 semaines avant notre départ, Chloé a, spontanément, annoncé qu'elle avait réservé un séjour non remboursable dans un centre de bien-être, à 10 minutes en voiture de notre cabane, aux mêmes dates exactes. Quelle drôle de coïncidence, s'était exclamé Jacob, ignorant complètement l'effroi glacé qui m'envahissait. Bien sûr, cette coïncidence signifiait que de larges portions de notre précieux temps d'anniversaire étaient en consacrées à repousser les textos de Chloé pour qu'on se voie, ou pire, à la rencontrer réellement. Jacob, toujours évitant le conflit avec Chloé, insistait pour qu'on l'inclue au moins à quelques repas ou activités, car ce serait incroyablement impoli de faire autrement. Ainsi, nos dîners aux chandelles à deux se sont transformés en trio contraint, nos promenades tranquilles sur la plage ponctuées par le bavardage incessant de Chloé sur elle-même. Mes supplications silencieuses pour que ce voyage soit juste à deux ont été accueillies par les accusations désormais habituelles de Jacob. J'étais jalouse, insécure, ou en train de saboter sa plus importante amitié. Il me faisait sentir comme une chipie exigeante pour avoir simplement voulu l'attention exclusive de mon partenaire lors d'un voyage censé célébrer notre amour. Même mes propres foutus anniversaires n'étaient à n'est pas épargnés. Je me souviens, pour mes 27 ans, tout ce que je voulais, c'était un dîner tranquille dans notre restaurant italien de quartier préféré. Juste lui et moi. Je travaillais comme une folle. Je voulais simplement de la simplicité et de la connexion. Il avait accepté, semblait même enthousiaste. Puis, le jour de mon anniversaire, alors que je me préparais, il a annoncé, comme ça, presque sans y penser, « Au fait, j'ai invité Chloé à dîner avec nous. Elle avait l'air un peu triste, et tu sais, elle serait dévastée si elle était exclue de ta fête d'anniversaire. » Mon anniversaire. Pas le sien, pas le leur, le mien. Mais encore une fois, tout tournait autour de Chloé, de gérer ses émotions, jamais de penser aux miennes. Ce dîner a été, comme prévu, horrible. Chloé passait son temps soit à me couper la parole en racontant des histoires plus impressionnantes que les miennes, soit à chuchoter avec Jacob en m'excluant clairement, pendant que Jacob lui souriait bêtement, apparemment insensible à mon mal-être grandissant. Ce n'étaient pas des incidents isolés, c'était le rythme infernal de notre relation, un schéma implacable et dévastateur où il choisissait toujours elle. À chaque geste méprisant, à chaque excuse qu'il trouvait pour son comportement honteux, un petit morceau vital de mon amour et de mon respect pour lui se brisait. J'avais l'impression d'être constamment sur le banc des accusés, à tenter désespérément de prouver que je méritais d'être sa partenaire principale, un rôle que Chloé semblait déterminée à m'empêcher de tenir. Plus le jour du mariage approchait, plus mes négociations intérieures devenaient frénétiques. Peut-être qu'une fois les vœux dits, me murmurai-je dans la nuit, une fois que nous serons liés légalement, irrémédiablement, tout changera. Le certificat de mariage sera un bouclier, une forteresse. Alors il devra me choisir. Quelle naïveté, quelle désespérance pathétique. Le mariage ne serait pas une solution. C'était juste la scène soigneusement montée pour la démonstration publique la plus humiliante et dévastatrice de ses véritables loyautés. La tempête n'avait pas juste commencé à gronder. C'était un ouragan de catégorie 5 depuis le début. Et j'étais trop occupé, trop pleine d'espoir, trop investi à boucher les trous béants de notre navire qui coulait pour admettre que je me noyais, déjà. L'air de ces derniers jours était lourd de non-dits et d'un terrible pressentiment.
La suite nuptiale, 1 heure avant la cérémonie. J'étais un mélange nerveux de dentelle, essayant de respirer sous le poids suffocant de ce mauvais pressentiment qui m'accompagnait depuis des semaines. Puis mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Un message moqueur. Tu devrais voir qui elle est, vraiment. On parle d'elle parmi les invités. Attaché, une série de captures d'écran vilaines et fabriquées, moi, avouant une liaison, doutant de mon amour pour Jacob. Mon monde s'est fissuré. Anne, ma demoiselle d'honneur, a vu mon visage et a soufflé quand je lui ai montré. Quelques minutes plus tard, la confirmation. Le téléphone d'une autre demoiselle d'honneur a sonné. Sa cousine, déjà sur place, a envoyé un message disant que KHLOE avait créé un énorme groupe de discussion avec les invités, leur balançant cette fausse histoire d'infidélité. Chloé. C'était son coup de grâce. Une exécution publique de mon personnage. Un calme glacial m'a envahi. J'ai trouvé mon frère, son visage marqué par l'inquiétude, et lui ai demandé d'amener Jacob dans une petite pièce privée. Personne d'autre. Jacob est entré, gêné, agacé d'avoir été interrompu dans ses salutations pré-mariage. J'ai levé mon téléphone. L'ignominie fabriquée bien visible à l'écran. Chloé a envoyé ça à tout le monde, ai-je dit d'une voix plate, vide de toute émotion. Sa réaction? Un rire nerveux et méprisant. Oh, allez, Nance, a-t-il dit en passant la main dans ses cheveux parfaits. Tu connais Chloé. C'est juste une stupide blague élaborée. Elle a un humour bizarre. Une blague? Ma réputation détruite, nos invités pensant que j'étais une infidèle, et lui appellent ça une blague. J'attendais la colère, la défense. Rien. Elle ne ferait pas vraiment ça, arrêter le mariage, a-t-il ajouté, comme si ça excusait tout. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Ai-je murmuré, les mots coincés dans ma gorge. Avec Chloé? Avec nos invités? Il a soupiré, ce soupir impatient que je connaissais trop bien. Écoute, on est à quelques minutes du début. Ne faisons pas de scène. C'est juste Chloé qui fait Chloé. Ne la laisse pas gâcher notre journée. On réglera ça après. Ignore ça pour l'instant. Ignore ça. Ces 2 mots, comme un seau d'eau glacée, ont tout fait basculer dans une douleur aiguë. Sa priorité, ce n'était pas moi, ni ma douleur, ni la vérité. C'était d'éviter l'embarras, de maintenir la façade. Son rejet désinvolte de l'attaque vicieuse et calculée de Chloé, son instinct immédiat de la protéger en minimisant ses actes, son mépris total de mon humiliation publique, c'était le summum de 7 ans où il l'avait choisi, où j'étais resté secondaire. Ce n'était plus seulement à propos de Chloé, c'était à propos de Jacob. Et là, pour la première fois, je l'ai vraiment vu. Un homme qui ne me soutiendrait jamais, jamais vraiment, si ça signifiait affronter sa précieuse Chloé. Si tu penses que c'est quelque chose qu'on peut ignorer, ai-je dit, ma voix étonnamment calme, si tu penses que son attaque délibérée contre moi est une blague, alors je ne peux pas t'épouser. Ton refus de me défendre, de nous défendre contre ça, ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Il a commencé à protester, sa voix montant dans la panique. Nancy, tu exagères, on va se marier. Mais j'en avais fini. Je me suis tourné, suis sorti de cette pièce étouffante, passant devant les visages flous et inquiets de ma mère et des demoiselles d'honneur. Je pars, ai-je dit à mon frère, stupéfait. Il a tendu la main vers moi, plein de questions, mais j'ai juste secoué la tête et continué. Par une porte latérale, sous le soleil indifférent de l'après-midi, j'ai appelé le premier taxi venu. Alors qu'il s'éloignait du lieu, de la vie que je pensais vouloir, mon téléphone a commencé à sonner. Jacob. Ma mère. Mon père. Je l'ai laissé sonner. Le son de mon ancienne vie, désespérément en train de me retenir. Mais j'étais déjà parti. La route qui m'éloignait de ce lieu, monument à mes rêves brisés, était un flou de mouvements et de larmes retenues. Mon téléphone, que j'avais laissé tomber sans émotion sur le siège passager, s'est aussitôt mis à harceler. Le nom de Jacob clignotait, puis celui de ma mère, puis de mon père, puis d'Anne. Encore et encore. Je ne répondais pas. Je ne pouvais pas. Que dire? Comment expliquer l'étendue d'une trahison qui venait de déchirer mon monde en morceaux? Je regardais simplement par la fenêtre, tandis que le lieu parfait du mariage, ses pelouses impeccables et ses tables croulant sous la nourriture non consommée, s'éloignait, douloureux symbole d'un avenir violemment effacé. Je me suis enregistré dans le premier hôtel anonyme et correct que j'ai trouvé. Le clic de la porte verrouillée derrière moi fut le bruit le plus fort que j'ai entendu depuis des heures. Une fois dans le silence stérile de la chambre, le barrage a cédé. Les appels manqués s'étaient accumulés, des dizaines de Jacob,
une rafale frénétique de mes parents, de mes frères et sœurs, même quelques-uns des parents déboussolés de Jacob. Anne avait aussi envoyé des textos, un flot d'informations peignant le chaos total au lieu de la cérémonie. Jacob, disait-elle, était apparemment paniqué, alternant entre chercher désespérément à me trouver et gérer les invités choqués. Et Chloé, selon Anne, ce serpent venimeux était déjà à l'œuvre, rampant parmi les invités, distillant son poison. J'avais soudainement eu la frousse. J'étais instable. Je fabriquais ces accusations folles contre elle pour justifier ma fuite. L'audace était à couper le souffle, mais totalement prévisible. Ça ne faisait que 10 heures que j'étais parti, 10 heures que j'avais fait exploser ma vie. J'avais parlé brièvement, mécaniquement, à mes parents, juste assez pour leur assurer que j'étais en sécurité physiquement, mais loin d'être prête à analyser l'effondrement. Les appels et messages de Jacob ne cessaient pas. Un flot incessant de désespoir numérique. Ces messages formaient une symphonie chaotique de confusion. Où es-tu? Que s'est-il passé? Il y a un puits d'accusations. Comment as-tu pu nous faire ça, Nancy? À moi? Et enfin, les supplications inévitables. S'il te plaît, reviens. On peut arranger ça. Je sais qu'on peut. Arranger ça? Il ne comprenait toujours pas. Il ne comprendrait jamais. Le coup vicieux de Chloé n'était que le déclencheur, le symptôme laid d'une maladie beaucoup plus profonde. La vraie maladie, c'était son refus lâche de jamais me défendre, son rejet constant et désinvolte de son poison, son choix, encore et encore, de privilégier ses sentiments, son drame, au détriment des miens. C'était la trahison. C'était ce qu'on ne pouvait pas réparer. Assise là, dans cette chambre froide et impersonnelle, les échos de ce qui aurait dû être le jour de mon mariage me narguaient. Une chose était terriblement, merveilleusement claire. Mon avenir ne l'inclurait pas. Les appels pouvaient continuer. Il pouvait supplier autant qu'il voulait. Mais la Nancy qui aurait pu lui pardonner, la Nancy qui aurait pu trouver des excuses pour lui, était morte dans cette petite pièce du lieu de la cérémonie. Cette nouvelle Nancy, elle ne faisait que commencer.